Je vais passer dans cette deuxième partie sur quelque chose qui est relativement nouveau pour vous. C'est le quadrilatère densité de courant. En fait, comme vous pouvez le lire dans le manuscrit que je vous ai donné auparavant là sur le website, il faut savoir que le premier papier d'Einstein, enfin le papier de la relativité d'Einstein, ça s'appelait pas relativité, hein. Ça s'appelait quelque chose comme sur le mouvement sur l'électrodynamique, pardon, des corps en mouvement, ou des charges en mouvement. Et donc, si vous le pensez bien, comme on va le voir tout à l'heure, c'est quand même intéressant de regarder comment les choses varient vraiment, surtout par rapport aux charges, quand on a un mouvement relatif ou quand on a un changement de référentiel. Et de ça, on va extraire un quadrivecteur qui va nous servir énormément plus tard dans la théorie des champs. Donc considérons maintenant ce fil. Vous vous embêtez pas avec ces courants circulaires, ça c'est plutôt pour le champ magnétique, mais un fil dans lequel il passe un courant, d'accord ? Et ce qu'on va faire maintenant, on va juste extraire tout simplement l'expression de la densité du courant et puis la densité de charge. Pour ça, on va appeler n le nombre de charges par unité de volume. Rho, ça sera la densité de charge, parce que c'est la charge d'une seule particule positivement chargée, par le nombre des particules par unité de volume, donc c'est la densité de charge, donc charge par unité de volume. Et puis, vous savez bien que finalement, quand on parle de courant, c'est comme si finalement on a des particules chargées qui traversent le fil conducteur. Donc en fait, ces particules-là ou ces charges ne vont pas vraiment se déplacer tous, disons, de gauche à droite, hein. Donc il y a une vitesse moyenne de ces particules, parce que ces particules-là, ils vont fluctuer, sauter les unes contre les autres, etc. Mais d'une façon moyenne, on a une circulation qui crée le courant. Si on veut chercher ce courant-là, on sait bien que c'est le nombre de charges qui va traverser cette... si on prend un petit volume, si vous voulez, d'accord ? Donc on a une petite section du courant, enfin du fil, pardon, avec une section cross-section, donc section de profil, surface égale à A. Et puis, évidemment, là, on a une certaine distance, une certaine longueur. Et cette longueur-là ne sera que V fois delta T, pardon. Donc c'est la distance qui sera parcourue par ces particules chargées, ou par ces charges, pendant un certain temps delta T. Et bien ces particules-là qui vont traverser ou parcourir cette distance pendant un temps delta T, ils vont en fait passer comme un flux, si vous voulez, à travers cette surface A pendant le même temps delta T. Et c'est ça qui définit le courant. Donc c'est le nombre de charges qui vont traverser pendant un temps delta T. Maintenant, si on va chercher le nombre de charges, c'est la densité de charge, ρ, qui est E fois N, multiplié par le volume, parce que la densité de charge, c'est le nombre de charges par volume. Or, le volume, c'est quoi de ce cylindre ? C'est la surface A, fois la hauteur du cylindre, dans ce cas-là, c'est V delta T, c'est cette distance-là. Divisé par delta T, ça nous donne que le courant est égal à En, fois A fois V. A étant la surface de la cross-section. Maintenant, si on cherche la densité de courant, c'est le courant divisé par la surface du cross-section, et ça nous donne, à partir de cette formule, ENV, qui est égal à ρV. Donc ce qu'on apprend, c'est que la densité du courant dans un fil conducteur, hein, qui contient ρ charge par unité de volume, et que ces charges-là se déplacent à une vitesse moyenne V dans le fil conducteur, le vecteur densité de courant, c'est ρV, évidemment, c'est dans la même direction et sens que V. Ça, c'est dans un cas tout à fait normal. Des particules ou des charges qui traversent un fil conducteur créant un courant. Maintenant, laissons voir qu'est-ce qui se passe si en fait
on a une situation où on a deux repères, c'est-à-dire on a un repère S avec un observateur qui est au repos par rapport à ce repère S, et que dans ce repère, on a un fil conducteur qui contient des charges, mais ces charges-là sont au repos dans ce repère-là. C'est-à-dire, dans S, il n'y a pas de densité de courant. Il n'y a pas de courant, en fait. Ce qu'on va voir, que se passera-t-il s'il y a un autre observateur O' qui se trouve dans un repère S' et qui passe à côté du repère S avec une vitesse V selon la direction de X. Donc du point de vue relativiste, que se passera-t-il? Que ferait cet observateur dans S'? Bon, d'abord commençons selon S. On a, comme on a vu avant, la densité de charge, c'est charge par volume. Et là, en fait, on a En, donc c'est le nombre de charges par unité de volume, fois le volume d'une partie du fil. Et là, le volume, à ce moment-là, on va le prendre A fois delta X. Delta X étant la longueur. Pourquoi? Vous allez voir, parce que finalement, on va chercher un effet relativiste. Et la longueur se contractera sous effet relativiste. Sur le volume, donc ça nous donne En. Bien évidemment, on n'a pas inventé la roue, là, ρ égale En, tout simplement. Et puisque le courant est égal à 0, car les charges ne bougent pas, dans S, donc Jx, la composante selon X de la densité de courant est égale 0, ou dans le repère S. Maintenant, dans le repère S', qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'observateur dans le repère S', il va tout d'abord voir un effet de contraction de longueur du fil. Donc la longueur du fil ne sera plus delta x, mais ça sera delta x', qui est lié à delta x avec la relation suivante. Delta x' égale delta x sur lambda. Et ça, sur gamma, pardon. Et ça, c'est la relation de contraction de longueur d'Einstein, qu'on sait très bien. Donc, qu'est-ce que ça va changer sur notre calcul? Donc, si on calcule maintenant la densité de charge ρ' qui est vue par l'observateur dans S', bien évidemment, c'est la charge par le volume. Mais la charge, c'est-à-dire le nombre de charges, n'a pas changé. Donc l'effet relativiste ne change pas le nombre de charges. Donc le nombre de charges reste comme avant. C'est E, N, A delta X. Parce que le nombre de particules est le même. Par contre, du point de vue relativiste, le volume maintenant du fil vu par l'observateur O', ben, ça sera différent. Pourquoi? Parce que finalement, la longueur du fil par rapport à lui, c'est delta x'. Donc le nouveau volume, si vous voulez, du point de vue de S', c'est A delta x'. Et donc là, si on regarde cette relation delta x sur delta x', on finit par lambda. Ou gamma, je dis toujours lambda, je suis désolé, c'est gamma. Donc, c'est gamma E fois N, qui n'est rien d'autre que gamma ρ. Donc, la densité de charge ρ' sera vue dans le repère S', ou par l'observateur dans le repère S', comme égale à gamma ρ. D'accord? Ça, c'est intéressant quand même. Ben, si l'observateur qui bouge par rapport à S voit une variation de densité de charge, est-ce que ça aboutit ou pas à une variation de densité de courant? Donc on va regarder J'x maintenant, donc c'est la composante X de la densité de courant J, mais comme vu par l'observateur dans S'. Donc vous comprenez bien que c'est le courant sur A, par définition, comme on a vu avant. Et que le courant, c'est la charge qui passe pendant un certain temps. Donc, mais la charge qui passe, c'est quoi? C'est ρ' qui est contenu dans ce volume, comme vu par S'. Donc c'est la densité de charge, donc nombre de charges par unité de volume, fois le volume vu par S'. Donc ça fait ρ' fois A delta x'. Et le temps qui sera calculé par rapport à S', c'est delta t'. C'est le temps propre de S'. Ça c'est I, divisé par A. Donc si on simplifie par A et A, ce qu'on va se rendre compte que c'est on a delta x' sur delta t'. Mais delta x' sur delta t',
ce n'est rien d'autre que la vitesse du repère S', qui est moins V. Parce que c'est la vitesse vue par S', si vous voulez. Donc l'observateur dans S', il va voir comme si ces charges-là, par rapport à lui, sont en train de se déplacer, mais dans le sens inverse, avec une vitesse moins V. Donc, ceci nous donne, donc disons que mettre moins V ici, c'est un tout petit peu pas précis parce que ça vient du vecteur, d'accord? Mais je l'ai mis quand même, juste pour obtenir les valeurs. Donc J'X, ça sera moins ρ'V. Or ρ', c'est gamma ρ, donc on finit par J'X égale gamma ρV. Alors qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ce qui s'est passé, c'est que par rapport à S, on avait une certaine densité de charge avec un courant nul. S'il y a un observateur qui se déplace par rapport à S, il va voir une autre densité de charge et il va voir un courant. C'est intéressant quand même. Non? Parce que si l'observateur dans S' voit un fil dans lequel il y a un courant, vous le savez très bien que quand un courant passe par un fil conducteur, il créera un champ magnétique. Donc, dans S, il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de courant, mais dans S', il y a courant et champ magnétique. Donc, il y a de l'électromagnétisme qui se passe juste à cause de la relativité des deux repères inertiels. Ça, c'est intéressant, en fait. Mais ce qui nous intéresse dans ça, c'est voir la transformation des choses. Donc, comment le passage entre S et S' va transformer ces entités. Donc, on récapitule ici que ρ' devient lambda ρ, et J'X, ce n'est rien d'autre que moins gamma ρV. En fait, qu'on va juste introduire le terme bêta qui est V sur C. Donc, on divise par C, on multiplie par C, on aura moins gamma ρC bêta. Il faut toujours noter que dans notre cas particulier ici, Jx égale 0. Il n'y avait pas de courant, pas de densité de courant quand on était dans le repère S. Donc, sous forme matricielle, si vous le regardez bien, on peut écrire en fait C ρ' J'X comme un vecteur, avec cette matrice gamma moins gamma bêta gamma, C ρ ou C ρ Jx. Alors si vous faites la multiplication, vous allez voir que ça va donner quoi? C ρ' égale à lambda C ρ plus 0. Parce que là, Jx égale 0. Donc c'est lambda C ρ. C ρ', lambda C ρ. On a juste multiplié par C. Et puis J'X, si vous le faites, ça va faire quoi? Ça va faire moins lambda, moins gamma ρ C bêta plus 0 aussi. Et le voilà. Donc au lieu de les écrire comme ça, on va définir un quadrivecteur si vous voulez. Pour l'instant, c'est pas un quadrivecteur, afin qu'on le généralise, mais on définit les entités J indice 0 qui correspond à ρ C, J indice 1 qui correspondra à Jx, pareil J'0 à ρ'C et J'1 à J'X. Donc on peut les écrire sous ce format-là et on peut clairement voir que cette fameuse matrice, ce n'est rien d'autre que la matrice de transformation de Lorentz en fait. Donc si on généralise en cas du quadrivecteur, on définit le quadrivecteur densité de courant J mu qui possède J0 étant C fois ρ, ρ c'est la densité de courant dans le fil, J1, Jx, J2, Jy, J3, Jz. Et ce quadrivecteur se transforme bien évidemment entre les repères référentiels ou les références inertielles selon la transformation de Lorentz. Dernier point, très très intéressant. Pourquoi? Parce que toutes les équations relativistes ou mécanique quantique relativiste, donc l'équation de Schrödinger, Dirac et Klein-Gordon, on va utiliser, et même aussi dans les équations de Maxwell, nous allons utiliser fondamentalement ça, ce qui est le quadrivecteur gradient.
D'accord? Le quadrivecteur gradient ou le quadrivecteur opérateur gradient. En fait, on le définit comme étant ρ mu, donc ça c'est le format covariant, comme étant d rond sur d rond x mu. Donc ça revient au fait que la première composante ρ0, ou d rond 0, c'est 1 sur c d rond sur d rond t, puis d rond 1 c'est d rond sur d rond x1, d rond x2. Il faut noter un truc super intéressant. Hein? C'est que là, on a le gradient, opérateur gradient, le quadrivecteur gradient est en format covariante, alors que c'est le dérivé du vecteur contravariant. Et c'est pour cela qu'ici, on n'a pas des moins. D'accord? Il faut noter ça. Donc, il ne faut pas se tromper et mettre d rond mu égale d rond sur d rond x mu covariant. Non, c'est d rond sur d rond x mu contravariant. Pour avoir le gradient, quadrivecteur gradient covariante. Et donc, tout simplement, en fait, on peut l'écrire généralement comme ça. D rond mu covariant, c'est 1 sur c d rond sur d rond t. Et puis là, c'est le nabla, vecteur nabla, qui est d rond sur d rond x plus d rond sur d rond y plus d rond sur d rond z. Ce qui est encore plus important, c'est le produit scalaire. Donc, vous imaginez bien que d rond mu contravariant, c'est 1 sur c d rond sur d rond t moins nabla. Donc, si on fait le produit scalaire de ce quadrivecteur gradient, on aura 1 sur c2 d rond carré sur d rond t carré moins nabla, produit scalaire nabla, qui n'est rien d'autre que le Laplacien delta. D'accord? Et ça, on va le voir avec les équations du Maxwell. En fait, ça, ce n'est rien d'autre que l'opérateur onde. D'accord? Donc, c'est l'opérateur onde. C'est-à-dire que ça s'applique à une onde. On l'appelle, donc on appelle le produit scalaire d rond mu du quadrivecteur gradient, on l'appelle le alambertien. Et son symbole est juste un rectangle. C'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Ça, c'est l'alambertien et on va beaucoup l'utiliser dans les équations relativistes dans leur format covariant. Voilà, moi j'ai fini. Merci. Et puis dans le chapitre suivant, nous allons parler du lagrangien, du formalisme lagrangien à hamiltonien en formalisme covariant et les équations relativistes.